Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. On va discuter, l'objet c'est de discuter et non pas de présenter seulement. Une table ronde consacrée au quartier République sur l'île de Nantes. Un quartier dont les grandes intentions urbaines et paysagères avaient déjà été présentées au Forum des projets urbains en 2019. On va les rappeler brièvement tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui ont oublié. Là, cette année, il s'agit plutôt de s'intéresser non pas au projet urbain, mais en tant que tel, mais plutôt à la méthode de conception du quartier pour mettre en œuvre ce projet, une méthode de conception sur laquelle les équipes de la Samoa et les différents concepteurs et opérateurs qui interviennent actuellement sur le projet ont aujourd'hui la capacité de faire un premier retour d'expérience, même s'il y a encore pas mal de phases jusqu'à la livraison du premier bloc, si on veut s'arrêter à ce premier bloc. Cette méthode, elle répond d'abord à la volonté de sortir du modèle habituel des macrolots, que l'on retrouve souvent dans les AC, afin de rentrer dans une échelle bien plus fine de conception. Et nous verrons cela dans un instant avec Alain Bertrand, je rappelle que tu es directeur général adjoint de la Samoa, l'aménageur de l'île de Nantes, et tu vas aussi nous expliquer quels sont les enjeux urbains et aussi politiques que ce quartier prend en charge et auxquels il entend répondre. Cette méthode de conception du quartier République, je le disais à l'instant, elle est fonction d'un projet urbain, l'un et l'autre étant assez indissociables. Et pour bien comprendre comment cela fonctionne, Jacqueline Hosty de l'agence AJOA et Claire Shorter de l'agence LAC, respectivement paysagiste et urbaniste du projet, du quartier, vont nous rappeler les intentions paysagères et urbaines et comment celles-ci se concrétisent dans l'organisation de la conception du quartier à ces différentes échelles. On pourra aller même très loin dans la question de l'organisation. Enfin, cette méthode elle sera analysée du point de vue des opérateurs et des concepteurs qui œuvrent actuellement sur le premier bloc. Et l'intention de cet échange avec eux, c'est de comprendre comment chacun, dans son rôle, qui d'architecte, qui d'opérateur immobilier, qui peut-être, qu'on parlera également des entreprises, même si elles ne sont pas présentes à cette tribune, comment chacun donc s'approprie cette méthode de conception, quels en sont ses avantages et peut-être aussi ses limites, et quelles seraient les pistes d'amélioration qui pourraient être dégagées. Nous écouterons les témoignages de Stéphane Cachat, qui est architecte au sein de l'atelier Martel. Il travaille sur le lot Andy. La spécificité du quartier République, c'est que chaque lot a un petit nom de 4 lettres. Donc Andy nous le dira oui, sûrement Stéphane. Grégoire Bernard, directeur associé de Bâtinante, qui intervient sur le lot Alix. Léa Hommage, paysagiste au sein de l'agence Lalu, la forme et l'usage, qui intervient sur les blocs A et sur les blocs B. Et bien sûr, vous aurez tout à fait la possibilité, c'est même recommandé, de poser des questions, de participer à cette discussion à l'issue de ces présentations. Alain, on commence tout de suite avec toi. Est-ce que tu peux nous rappeler quels ont été les grands enjeux auxquels ce quartier entend répondre un peu quelle est la commande. Je disais tout à l'heure, pas de macrolo, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément? Oui, alors voilà, effectivement, les attendus un peu politiques du projet République se résument selon ces 4 items que vous découvrez. Le premier, c'est faire une ville, entre guillemets, pas chiante et qui ne soit pas générique. Je pense que c'est le côté sans doute le plus original. C'est vraiment une volonté politique affirmée, pour reprendre la célèbre formule d'Ariela Masbunji. C'est aussi faire une ville intense, aimable, désirable et inclusive. C'est également faire une ville de la transition écologique et sociale. Et puis enfin, faire une ville qui fait la part belle à la nature. Ça, Jacqueline le développera. Alors, si on développe très très rapidement chacun des items, comment on fait? Donc, faire une ville pas chiante, qui ne soit pas générique, c'est déjà faire une ville avec le déjà là. En l'occurrence, on verra que c'est l'esprit faubourien dont on recherche un peu la quintessence. C'est aussi, comme tu l'as rappelé, c'est abandonner la formule du macrolo. Alors, c'est pas, on fait pas la guerre au macrolo, puisque la Samoa, comme beaucoup d'aménageurs ici présents, ont exploré le modèle, qui a un certain nombre d'avantages, mais aussi un certain nombre d'inconvénients qu'on a pu analyser. D'ailleurs, Jacques Lucan, en son temps, avait fait un très bon petit bouquin sur cette question, où il repérait déjà, il y a quelques années, les quelques inconvénients de la formule. Et puis, c'est aussi retrouver des échelles d'opérations plus modestes. Alors ça, vous allez le voir, parce que dans le débat, ça pose une vraie question de l'organisation de l'aménageur par rapport, justement, précisément, à des opérations plus importantes. C'est aussi retrouver la mitoyenneté. Donc là,
on est du coup très loin du macro-lot. C'est retrouver aussi une division parcellaire qui autorise, et c'est une réflexion là aussi d'ordre quasiment environnemental sur l'évolution de la ville, par opposition à la rigidité du macro-lot, on pourra en discuter. Et puis c'est aussi ce qui permet de jouer sur les échelles. On le développera aussi du petit au grand, du très métropolitain, c'est la chance qu'on a sur l'île de Nantes, à l'échelle d'hyper-proximité, et donc de jouer sur ces échelles un peu à tous les niveaux, mais là je laisserai Claire le développer plus longuement. Ensuite, faire une ville intense, aimable et désirable, ça veut dire quoi là aussi? Alors ça, c'est une chose qu'on assume pleinement politiquement, mais aussi à la Samoa, c'est de considérer que la densité est une nécessité environnementale, c'est un des fondamentaux du projet pour éviter l'étalement urbain de la métropole, mais on oppose à la notion de densité, vous connaissez tous les termes de ce débat, la notion d'intensité, et on va y revenir parce que c'est vraiment la marque de fabrique du quartier République. Proposer une forte intensité comme moyen de rendre la densité acceptable et désirable, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par une matière programmatique. Et la condition d'une ville intense, et vous remarquerez que souvent dans ce débat sur la densité, quand une ville est intense, on ne parle plus de densité. Et donc ça, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage. C'est une matière programmatique très mixte, mêlant logement, commerce, bureau, artisanat. Alors c'est quelque chose qu'on développe très souvent sur les opérations. Là, on a 36% de logements, 34% d'équipements et 30% de bureaux. C'est finalement, à bien y regarder, une matière assez rare en aménagement. Donc c'est une condition certainement pas suffisante, mais en tout cas absolument nécessaire pour se garantir, en tout cas, d'une ville qui soit vraiment intense dans sa mise en vie urbaine. C'est un mix qu'on peut retrouver dans les quartiers historiques. C'est un mix, il vient d'où ce mix, ce mélange-là? Oui, c'est le mix de la ville faubourienne d'ailleurs, qui mélange, mais ça je laisse Claire, elle va le développer tout à l'heure, mais qui mélange effectivement ces différentes composantes. Ensuite, c'est faire une ville qui s'inscrit résolument dans le projet de transition écologique et sociale de la métropole. Ça, c'est très important. Et là aussi, on revient à cette notion de tirer parti de l'histoire de l'île, de son patrimoine, de ses ressources, en la reconstruisant sur elle-même. J'entendais tout à l'heure Bernard Reichert qui disait, après avoir reconstruit la ville sur la ville, on reconstruit la nature sur la nature. Je trouvais que c'était une jolie formule. Je crois qu'on en est tous dans cette salle à ce stade de réflexion sur ces considérants. Ça passe par effectivement un certain nombre d'actions, la mise en place d'une plateforme de gestion des terres polluées qu'on met en place. On a mis en place aussi un processus de renaturation des sols pour redonner de la vie à des sols inertes qui sont ceux de nos anciens terrains industriels. C'est 85% des matériaux de l'ancien mine marché d'intérêt national qui ont été réutilisés notamment en infrastructure. C'est la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective à l'échelle du quartier. Ça, c'est très important parce qu'on l'a vraiment conçu dès le départ et à l'échelle du quartier. Et c'est évidemment de l'adaptation des aménagements à tous les nouveaux considérants concernant le réchauffement climatique. C'est la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. C'est l'attention qu'on prête tous maintenant dans nos opérations à cette notion d'îlot de fraîcheur. L'adaptation de la palette végétale, qui est un vrai sujet, et la désimperméabilisation des sols, qui est une des chances qu'on a sur l'île de Nantes, puisque c'est des terrains anciennement industriels, et donc on a cette chance de les désimperméabiliser de manière très significative dans le projet. Je pense que tu y reviendras. Ensuite, faire une ville qui fait la part belle à la nature, c'est presque une transition vers Jacqueline. Et c'est vrai qu'au-delà de la création des 24 hectares de parcs qu'on fait dans la partie sud-ouest de l'île de Nantes, on avait vraiment envie, à l'échelle de ce nouveau quartier République, de voir comment on pouvait jouer de l'imbrication. C'est là où on va retrouver cette notion d'échelle au niveau des rues, des ruelles, des placettes et surtout des cœurs d'îlots qu'on essaye de rendre le plus de pleine terre possible.
Ouais. Et donc une transition toute là pour Jacqueline Hosty. Donc Jacqueline Hosty, vous êtes la paysagiste de cette opération. Et je rappelle que vous aviez eu le Grand Prix d'urbanisme en 2020. Comment vous avez décliné cette figure du paysage dans le quartier de République, hein, on parlait des différentes échelles. Peut-être commençons par les grandes. Ce sera peut-être plus simple. Oui, Allez, et dans le micro. Au départ, donc il y a 4-5 ans déjà, avec Claire, on a abordé ce projet urbain par le biais du paysage, en proposant une figure, en reprenant la figure paysagère qui avait été dessinée par Anne-Mie de Point, et on l'a développé et on l'a surtout, on l'a appuyé, on est reparti sur la géographie de l'île, on l'a réinterprété en lui redonnant de l'épaisseur, en s'appuyant sur la géographie de l'île, d'un paysage de Loire fait de méandres, de bras d'eau, et on s'est reparti sur la géographie première de l'île. La pandémie venant, ça a mis en avance toute la préoccupation qu'on avait par rapport aux espaces de proximité. Donc, on a proposé pour ce projet urbain, et surtout pour le secteur de l'île, une nature omniprésente qui s'imbrique dans le bâti. Et cela à toutes les échelles, je dirais, du brin d'herbe jusqu'à l'horizon, du pas de porte jusqu'au paysage de Loire. C'est donc, on a proposé un système de parcs qui décline, qui traverse un peu toute l'île, avec un système, un tour de l'île, et puis comporté par tout un système de venelles qui traversent, de liens verts qui traversent l'île. Et on a pensé donc le nouveau quartier à différentes échelles, l'échelle métropolitaine, avec ces deux grands parcs, les parcs qui ouvrent sur la Loire et sur l'immensité de la Loire, les quais qui donnent toute l'échelle de l'île, mais aussi on a pensé donc ce développement urbain à la petite échelle, l'échelle locale, l'échelle de la proximité qui permet donc le lien social et de passer du plus intime, du paysage de chez soi au collectif, à l'immeuble et au paysage public, celui de la rue. Donc ainsi, par exemple, ce parc de l'Estuaire, qui est un parc qui fait 2 km de long, qui traverse une grande partie de l'île et qui borde le parc, qui longe le parc, le quartier les quartiers de République, et qui articule au fond les différents quartiers déjà existants avec les quartiers à venir. Donc c'est un parc qui a différentes séquences et aussi qui accueille la nature, accueille tous les systèmes de récupération des eaux publiques, des espaces publics dans le parc, et accueille aussi tous les systèmes de mobilité qui traversent donc, et qui permet d'aller vers cette ville marchable au plus près donc, des quartiers. Ce parc est une vraie colonne vertébrale. Il est composé de différentes séquences avec différentes programmations, et c'est un projet qui va se faire. Ensuite, on décline aussi, après on descend de cette grande échelle métropolitaine, l'échelle des parcs, on descend aussi dans l'échelle du pas de porte. Je suis chez moi, je prends mon café sur le balcon planté, je descends, je rencontre mes voisins dans les coursives des différentes opérations de mon immeuble. Je descends, je traverse le jardin du cœur d'îlot planté avec d'arbres en pleine terre. Je sors dans la rue, je rencontre mes voisins sur les placettes et sur des espaces apaisés. J'emprunte une promenade des jardins pour aller retrouver le grand parc et ensuite me rendre prendre mon tram ou mon métro et aller ensuite rejoindre la ville métropolitaine. Donc on a toute une déclinaison d'espace public, on a toute une attention qui est portée vraiment de du usage de l'espace ouvert, que ce soit du privé jusqu'au public, jusqu'à l'espace collectif. C'est donc une création d'un maillage assez fin de venelles, de promenades, de parcs, et qui nous amène d'une échelle à l'autre. Donc, outre l'accueil de la nature dans ces espaces de nature, on accueille donc la mobilité pour aller vers cette ville marchable et de tendre vers une ville de plus en plus décarbonée et proposer un bien-être à tous dans la pratique de la ville, du chez-soi au collectif.
Merci Jacqueline. Claire Shorter, si on continue à zoomer et puis à rentrer un peu aussi dans à la fois la conception méthode, puisque je le disais tout à l'heure, et tous les intervenants aussi, quand on a préparé cette discussion, le disaient, les deux sont extrêmement liés. Donc juste un commentaire sur cette pardon. image qui Sur parle de la rue des je voisins. l'avais oublié, sur la rue des La voisins. rue des Donc voisins, on c'est voit vrai. bien toute cette échelle, cette convivialité, le fait de pouvoir marcher, de pouvoir rencontrer, de pouvoir se déplacer et de créer du lien social à travers cette pratique des espaces ouverts, des espaces de nature. Il faut préciser que c'est une rue qui court tout le long du projet. C'est la rue des voisins qui traverse le quartier, mais je pense que Claire va en parler tout à l'heure en présentant le quartier. Claire Shorter. Donc, je vais aller assez vite parce que pour laisser la place au débat. Juste pour vous montrer la position du quartier par rapport au quartier de la création. Donc qui est le travail d'acupuncture urbaine réalisé notamment dans la période Alexandre Chemetov de l'île de Nantes et le CHU. Donc c'est vrai que avec Jacqueline, on a découvert que finalement, on avait fait un dialogue compétitif sur l'ensemble de l'ouest de l'île, mais on a découvert que nous, on serait un peu coincés, on n'aurait pas tellement de rapport à la Loire et coincés entre le CHU et le quartier existant. Et du coup, ma première approche, ça a été de se dire, c'est pas un autre quartier, c'est le même quartier qui se prolonge. Et comment prolonger au mieux ce quartier que j'admire énormément, puisque finalement c'est la démonstration dans un tissu faubourien de la stratification urbaine et de la capacité à la ville à être résiliente grâce à ce que disait Alain tout à l'heure, la question de la mitoyenneté, la question de l'eau à petite échelle, et donc ce travail en fait de mélange de contemporains et d'anciens. Mais la question pour nous, ça a été de faire ça ex nihilo, puisqu'on est sur un foncier SNCF, des emprises qui étaient occupées par les voies ferrées, enfin qui sont plus ou moins toujours, plus l'ancien mine de Nantes qui a déménagé. Et donc, comment créer cette spécificité, cette richesse en fait de ville, de lieu de vie, comme celle du faubourg et de la ville qui continue, que l'on aime. Alors, en observant ce tissu faubourien, en fait, on a réalisé que les lots, les îlots étaient des grands îlots, des îlots de 120 mètres par 120 mètres qui permettaient, à l'intérieur de cette échelle d'îlots, de retrouver des intériorités, des venelles, des cours, et donc différents niveaux en fait de privauté. Pas seulement le rapport à la rue. Alors, l'urbanisme contemporain, c'est quand même a été tracé par la voirie automobile, et donc l'avantage du tissu faubourien et de celui-ci en particulier, c'est qu'il y a une autre échelle à l'intérieur des lots qui se crée et qui se régénère, et d'ailleurs qui permet également d'implanter des activités autres que du logement, de l'artisanat, des petits bureaux, et c'est ce qui fait toute la richesse en fait de ce quartier. Et puis ça crée des surprises, ce renouvellement par la dent creuse, ça crée des surprises et ça crée une ville en fait intéressante que l'on aime à échelle humaine. Et pour nous, la question de l'échelle, ça n'est pas uniquement la hauteur des bâtiments, mais c'est l'emprise des bâtiments. C'est donc le grain, ce que moi j'appelle le grain urbain. Et donc, on a travaillé à retrouver un grain qui est celui, en fait, alors pas du faubourg, puisqu'il est très fin, mais en fait, retrouver des opérations qui sont autour de 5000 m², à l'intérieur desquelles on a au moins 2 ou 3 immeubles. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane. Et du coup, alors on a dessiné le quartier en retravaillant sur ces systèmes de blocs. Alors on a appelé ça des blocs, de grands îlots de 120 mètres par 120 mètres, desservis par des rues et bordés par le parc de la Prairie au Duc dont parlait Jacqueline. Et on s'est donné des règles à l'intérieur de cette trame, 4 grandes règles qui sont au moins 3 façons d'habiter par bloc, c'est-à-dire de la maison, du petit collectif ou du superposé et de l'immeuble important, pour avoir cette richesse d'habitat et cette richesse de paysage aussi. La mixité fine au bloc, l'habitat et le travail. Alors on a la chance en fait d'avoir un programme, ce qui est assez rare dans les projets urbains, un programme qui n'est pas que du logement ou à dominante logement, et donc on a travaillé vraiment très finement ce mélange entre l'habitat et le travail, ce qui fait aussi vivre une ville toute la journée. Au moins 2 façons de travailler par bloc, c'est-à-dire la ville en blanc, c'est le logement en blanc, ce que j'appelle le logement en blanc, enfin le logement entre guillemets promoteur.
et le bureau en blanc, le bureau investisseur, mais il y a aussi d'autres choses. Et donc, il y a notamment les questions artisanales, les tout petits locaux. Donc, on n'hésite pas à proposer en rez-de-chaussée ou dans des cours à l'intérieur des tout petits locaux ou des plus grands, hein, pour retrouver un petit peu d'artisanat en ville. Et puis des opérations singulières, je vais en parler tout de suite, qui est un peu la cerise sur le gâteau de cette approche, qui est de se dire, et si on faisait la ville autrement qu'avec des opérateurs classiques, promoteurs, bailleurs. La ville surprise. La ville surprise, voilà. Et donc, on a affecté 10% en fait des emprises foncières à ce qu'on a appelé des opérations singulières. On les avait appelées dents creuses avant, en se disant elles seront créées pas dans une logique de l'offre, mais dans une logique de la demande. La ville se crée en blanc, entre guillemets, dans une logique de l'offre. Et là, c'est une logique de la demande, c'est-à-dire par un groupe d'habitants, par un entrepreneur qui a envie de construire son petit programme. Alors, c'est des tout petits fonciers qui font entre 200 et 500 mètres carrés au sol pour créer des toutes petites opérations. Et ça vient aussi du constat que nos chers opérateurs, quand on leur donne un beau lot, ils veulent toujours un truc plus simple, plus carré, plus standard. Et quand, dans la ville constituée, ils ont une petite opération, on va dire, à ciseler, et ils y arrivent très bien. Ils arrivent à faire de la singularité. Donc là, on va forcer à faire de la singularité et d'ailleurs aussi à proposer des programmes qui sortent aussi de la conception de la ville avec un peu toujours les mêmes opérateurs. Oui, ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs. Là. Voilà, d'autres acteurs, logement participatif, petits entrepreneurs, tout petits promoteurs, etc. Et aussi tout petits architectes, puisque la ville, c'est aussi... C'est aussi une dimension de la méthode. C'est aussi une dimension de la ville. Donc, dans ces blocs, la rue des voisins, donc ces blocs sont entourés de rues classiques. Elles sont desservies sur 3 côtés, voire 4 pour les lots du sud. Donc ça, c'est un bloc type. Desservi à l'intérieur par une rue des voisins qui volontairement est en chicane pour bien arrêter. La voiture passe dans cette rue des voisins, mais n'est pas chez elle. C'est une rue en zone de rencontre. Elle ne fait que passer. Et en fait, le sol est dédié aux piétons et aux vélos parce que, justement, elle est sinueuse. On a positionné le parking sur un seul des îlots de ce bloc pour assurer de la pleine terre. La ville faubourienne, mine de rien, alors il n'y a pas beaucoup de sol dans la ville faubourienne, mais quand il y en a, c'est en pleine terre. Donc parfois c'est un grand arbre, parfois c'est un seuil planté, et c'est pas une échelle de grands espaces, de grands cœurs d'îlots que bien souvent les copropriétés finissent par tondre de manière un peu monospécifique. Là, c'est des petits jardins qui sont à l'échelle de la main et donc à l'échelle du travail, on va dire du jardinage, du petit jardinage. Et c'est la même logique pour chaque bloc du projet. C'est ça, même logique pour chaque bloc. À chaque fois, les voitures sont concentrées sur un des lots. Et l'avantage aussi, c'est qu'on ne passe pas de son parking à son ascenseur à son logement. On sort du parking, on prend les ruelles, les venelles et on rentre chez soi. Donc ça crée aussi du lien social et de la vie de proximité, de voisinage. Parcellaire, Alain en a parlé. Donc c'est vrai qu'on impose aussi au sein de chacun des lots un redécoupage parcellaire de 2 ou 3 lots et on fait des doubles murs, etc. Donc ça a un coût. Mais ça, c'est la résilience de la ville. Nous, on va céder, après nous, pendant 100 ans, il faut que cette ville, elle puisse continuer à se transformer. Un immeuble va bien vivre, un autre va moins bien vivre. On va pouvoir vouloir dédensifier, redensifier, etc., etc. Et cette mixité fine dont je vous ai parlé, voilà. Donc c'est une ville finement assemblée. Pour moi, l'urbanisme, c'est un art de manier l'assemblage. Finement assemblé entre des typologies variées. Donc après, on a des fiches de lot, on en parlera peut-être, mais qui ne sont pas hyper formelles, mais qui donnent des ambitions. Par exemple, dans un lot, on impose minimum 4 maisons de ville, ou minimum, pour assurer la diversité des formes urbaines et la mixité. Donc on impose aussi une mixité au lot, logement, activité. Peut-être ce qu'il faut préciser, si tu peux revenir à la diapo précédente du plan masse où on voit un bloc. Voilà, celle-là. Pour vous donner une idée, chaque bloc produit entre 20 000 et 30 000 mètres carrés. Donc 20 000 et 30 000 mètres carrés, c'est vraiment à l'échelle d'un macro-lot. Dans un temps normal, on aurait, et on l'a fait, fait une compétition sur un macro-lot qui aurait tartiné, je dirais, un sous-sol de parking à l'échelle d'un bloc. Donc c'est juste pour vous donner un peu la dimension, puisque sur chaque bloc, comme l'a dit Claire, on a 5, quelquefois 6 opérations.
Donc ça donne bien cette notion d'échelle et en termes de méthode, vous imaginez bien la différence qu'il peut y avoir avec une gestion pour l'aménageur. Hein. Donc 5-6 opérations, donc autant d'architectes, autant d'opérateurs, c'est des choses comme ça. Le grain va jusque-là aussi. Hein. C'est ça, donc on avait mis cette petite diapo donc, qui compare des opérations du quartier Prairie-au-Duc, et notamment donc, qui sont entre 10 et 20 000 m2 le lot, avec une seule consultation, même s'il y a plusieurs opérateurs derrière, c'est quand même une seule consultation, 3 architectes, et sur un bloc, alors environ 30 000, certains font 20, certains font 30, enfin on est entre 20 et 30 000. La moyenne des lots, c'est 5 000 m2, parce que pour moi aussi, c'est une échelle de conception pour les architectes qui est juste un architecte au-delà d'une certaine échelle, il standardise un petit peu, c'est comme les promotes, hein. On est un peu à la même école. Le cerveau humain, il a quand même ses limites aussi. Donc cette échelle de 5000 m2, redivisée en 2 ou 3 immeubles, donc des immeubles qui font 20 à 30 habitants, ce qui est aussi important dans la manière de vivre son logement, connaître ses voisins, assurer des logements traversants, puisque c'est aussi un des éléments forts du projet, puisqu'on a un côté rue, ruelle et un côté jardin. Il y a un gros cahier des charges en termes de logement. Voilà, hein, ça c'est vraiment le sujet. Et donc 4 consultations, plus un gré à gré, pour un bloc. 6 opérateurs, 8 architectes, puisqu'on fait aussi des mariages d'architectes confirmés et d'architectes plus jeunes, plus une opération singulière. Donc une certaine complexité, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais ça c'est tous les lots qui sont en cours, soit permis de construire accordé, soit chantier qui va démarrer, soit, enfin voilà. Ça c'est une image qu'on avait fait des différents lots assemblés. Donc il y a un vrai travail sur la mitoyenneté, sur cette notion d'assemblage, sur cette notion de bâtiments qui vont aller chercher des vues à proximité du parc, sur cette notion d'ensoleillement aussi, puisque en fait on est quand même assez compact. Hein. Pour avoir une idée, on est plus dense que le faubourg voisin et on est un peu moins dense que la ville, que le centre de Nantes. Donc c'est quand même une ville qui assure une forme de compacité. Et malgré cela, on cherche en fait ces changements d'échelle, ces bâtiments bas et ces bâtiments hauts qui vont donner un sentiment de ville, on l'espère, compacte mais aimable. Donc ça c'est une maquette, un exemple de maquette de travail qui se compose au fur et à mesure de nos ateliers. Alors peut-être préciser justement les différents types d'ateliers, comment ça fonctionne très concrètement, parce que, et puis question suivante aussi, en termes de masse de travail, pour les urbains, les paysagistes, c'est quoi, ça fait mal, ou c'est pareil, hein, on compte pas quand on aime. D'accord, mais bon, il faudra essayer d'être un peu plus précise. Alors, juste en termes de méthode, il y a un temps peut-être Alain en reparlera, de consultation d'opérateurs dans un premier temps sur ambition, charge foncière. Alors consultation, hein, consultation d'opérateurs. Parce que ça on en parlera, c'est vrai voilà, que c'est Alain chose d'important avec Stéphane Cachat. Oui. Et une fois que l'opérateur est choisi, on travaille avec l'opérateur et l'aménageur sur une liste d'architectes et de paysagistes. On se met d'accord sur une liste de 4-5 architectes qui nous semblent adaptés à répondre à la demande et à la spécificité du lot. Donc, quand il y a des lots avec plus de bureaux ou plus de logements ou des plus petites échelles, on ne travaille pas avec les mêmes... Puis après, on essaye d'ouvrir aussi des panels nantais, parisiens, jeunes, plus confirmés. Mais ça permet aussi à des petites agences de venir faire leur premier projet. Eh bien, l'avantage aussi, c'est que comme c'est des plus petits lots, ça ouvre en fait le champ des types d'agences qui sont capables de répondre, puisqu'on n'est pas sur des... Il ne faut pas avoir fait 30 000 m2 de logement d'un coup pour pouvoir répondre. Donc ça, c'est aussi important. Mais c'est aussi vrai pour les promoteurs. Ça permet de donner accès à des petits promoteurs qui savent faire des choses que les gros ne savent plus faire, et tout en gardant une place pour les plus importants. Et la même chose, effectivement, pour tout ce jeu de Tetris qu'on joue avec les échelles. Quand je parlais des échelles à tous les étages, c'est aussi parce que ça permet, notamment là encore, si on tire la comparaison avec le macro-lot et les quelques grandes agences capables de faire des lots de cette taille-là, là on retrouve tout ce tissage avec des agences de toute taille en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui on l'espère, parce que tout ça est devant nous, va permettre de faire une ville qui soit pas trop générique, c'est-à-dire la même que celle que l'on produit un peu partout. Voilà. Donc on auditionne les architectes avec l'aménageur, les élus d'ailleurs de la ville aussi et l'opérateur sur non pas un projet mais une démarche,
une démarche sur un certain nombre de thèmes, la question du logement, la question de l'habitat, la notion de mitoyenneté aussi, comment on s'adapte à ses voisins, comment on travaille avec ses voisins, puisqu'après, on travaille une fois l'architecte sélectionné ou l'équipe d'architectes sélectionnés, on travaille sur 2 types d'ateliers, des ateliers de mise au point du projet au fil de l'avancement lot par lot, donc esquisse, APS, APD, pré-PC, PC, on remet un avis PC, etc. Donc, il y a un processus de travail pour chaque lot. Voilà, pour chaque lot. Et on fait aussi des ateliers de blocs qui permettent en fait de marier les singularités et en même temps la cohérence à l'échelle du bloc. Et la cohérence, elle se joue au niveau du rez-de-chaussée, parce que voisiner 2 opérations, c'est vraiment avoir un rez-de-chaussée qui est un minimum cohérent, même si on accepte des variations et au contraire. Elle se joue dans le rapport à l'espace public, évidemment. Elle se joue dans la volumétrie. On nombre ses voisins, donc comment on travaille. Et donc le premier atelier de bloc, d'ailleurs, est celui autour de la volumétrie. Et elle se joue ensuite Il y en a combien, Claire ? Alors, le Covid est passé par là, malheureusement. Donc on ateliers en visio. On devait en faire 3. Non, en visio avec 6 architectes, 8 promoteurs. Non, on n'a pas fait. Donc, nous étions censés, nous, assurer la compréhension globale du bloc et la cohérence. Mais on en a mené 1. On devait en faire 3. Et j'espère qu'on va en faire un, là, justement, sur le bloc A et puis, évidemment, sur le bloc B qui suit. Pour les cohérences. On en a fait 2. On en a fait 2, pour la cohérence des matériaux, puisqu'on n'impose pas de matériaux, on impose la notion de matériaux clairs, puisque la ville se réchauffe et donc on a besoin de matériaux naturels et bruts. Allez, on essaie de... Et ensuite, après la vie PC, ça va jusqu'au prototype. Donc on travaille avec les architectes, on vise les prototypes avec l'aménageur et les élus. Voilà, et on constitue donc ces maquettes de travail qui sont vraiment des outils. Chacun vient avec son bout de maquette. Et on a aussi une très belle maquette en bois qui est là plutôt une maquette de communication. Voilà, quelques images des ambiances. Et j'ai fini. Bon, allez, on reviendra vers vous de toute façon tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que cette méthode, cette façon de travailler a apporté au projet urbain, mais aussi en quoi cette méthode, elle a modifié vos façons de travailler, les différents intervenants. Et on commence avec vous, Stéphane Cachat, architecte au sein de l'atelier Martel sur le Lohandy. On parlait tout à l'heure du mode de sélection. C'était important pour vous d'arriver comme ça dans cette opération, plutôt que de répondre à un appel d'offres? Disons que l'île de Nantes, c'est sûr que c'est un endroit où tout le monde veut venir. On a très envie de venir. C'est un projet qui a commencé quand on était à l'école. Donc il y a tout cet historique qu'on a en tête. L'île de Nantes, vous avez déjà fait rêver petit, c'est ça? Il y a du désir de venir ici. Et effectivement, le processus de sélection, il est d'autant plus satisfaisant qu'on ne parle jamais d'image. On ne parle que de concept, de façon de voir, de façon de construire. Et vous me disiez même, c'était déjà la première séance de travail, ce jury. Déjà, Absolument. on était déjà en train de bosser. Alors, on arrive devant un jury, on se dit, lui, ça doit être son 300e jury de sélection de maîtrise d'œuvre. Et encore, il y en a certains qui le cachent. Et de fait, on est dans un environnement où les choses sont rodées, où ça roule. Mais le désir, là encore, il est là. Et la discussion, tout de suite, effectivement, parle du projet à venir, mais dans ses idées, dans ses concepts, et pas dans ce à quoi il va ressembler. On ne montre pas des images. On ne commande pas des images. Non, l'image n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais moi, je voudrais effectivement témoigner de la spécificité de cette méthode telle qu'on la vit, parce que en fait, cette idée de la ville pas chiante, ça commence avec cette méthode de travail qui n'est pas chiante, effectivement. Et moi, j'ai quelques souvenirs comme ça assez drôles ou agréables. En fait, on se laisse prendre au jeu, vraiment avec grand plaisir, parce que, comme le disait Claire, les règles, elles sont là pour être négociées, en fait. Donc on a certes des orientations, mais enfin c'est une fiche de l'eau où tout est ouvert, en fait. Légère, hein, elle disait qu'elle était, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'est surtout qu'elle porte... Elle n'est pas si légère que ça. Non, là encore, elle porte des ambitions, mais c'est pas une question de... là, le plateau de la hauteur, vous le calculez par rapport au ratio... enfin bref, il y a un truc pas du tout formel. Tout est négocié autour de cette fameuse maquette.
où on voit tout d'un coup Alain Bertrand dire mais si on rajoutait 5 étages sur cet immeuble, ça serait pas mieux et en fait, on voit bien que tout est... Généralement, on les enlève. Oui, plutôt. Ah ben moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous les avez rajoutés. Mais au bon endroit, justement, mais parce que les règles, elles ne sont pas là pour juste avoir une mathématique, mais parce que tout est négocié par rapport à cette idée de qualité urbaine, en fait. Et que, effectivement, on peut discuter de tout et tout mettre sur la table, et tout est sur la table autour de cette maquette. Ça fabrique ce qu'on ressent vraiment comme de l'intelligence collective, en fait. Et c'est là que la méthode marche, à mon sens, vraiment très bien. Et puis l'autre élément de la méthode dont je veux témoigner, c'est cette approche très phénoménologique, alors là particulièrement de Claire. C'est-à-dire qu'autour de cette maquette, en fait, alors certes, des fois on parle de volume, mais surtout à chaque fois on parle des parcours. Et on revient, alors ce qu'elle raconte tout à l'heure sur le parcours de l'habitant qui gare sa voiture, sur le lot d'à côté, qui prend la placette, qui prend la ruelle, qui traverse son hall, qui prend sa coursive. Ça, on le refait 10 fois, 20 fois autour de cette maquette. Et effectivement, on vit ses propres projets à travers quelqu'un qui se projette dedans, qui réalise ses parcours, et qui nous confronte aux autres. Dans les images qui défilent là derrière, ce sont des images donc, qui sont dessinées par Stéphane Guédon, qui est un des architectes du quartier, qui a un lot, mais qui a aussi été missionné pour redessiner tous nos projets ensemble. Et effectivement, on découvre finalement nos projets dessinés par un autre, et où les autres projets sont en toile de fond, ou soi-même on se retrouve en toile de fond des autres projets. Enfin, ça crée aussi une compréhension de la ville qu'on est en train de fabriquer qui est tout à fait inhabituelle, en fait. Une fois de plus, j'insiste à chaque fois sur les spécificités de ce qu'on trouve. Ouais, vous disiez d'ailleurs que sur l'île de cette méthode, on produit des architectures qui agrègent plus de sciences humaines et de préoccupations pour la vie quotidienne qu'ailleurs. Et que c'est vraiment la façon dont vont vivre les gens qui importent là, plutôt que effectivement de respect de règles. En fait, c'est là encore ce qui rend intéressant tout ce processus, c'est que les règles sont pétries de sens. Voilà, ce ne sont jamais des règles pour faire beau, c'est des règles pour assurer un vécu riche, intéressant. Merci Stéphane Cachard. On va écouter Léa Hommage, vous êtes conceptrice aussi, vous intervenez sur le paysage, mais là, avec une mission particulière, c'est donner une forme de cohérence, ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas vous occupez du paysage à l'intérieur des blocs, hein, une mission très distincte, donc du coup, comment ça s'est passé pour vous? Pareil, bon, le mode de sélection, c'est pas forcément de quelque chose qui est inhabituel pour vous dans votre pratique, puisque vous êtes plutôt retenu sur des intentions, sur des méthodologies. Oui, après, ce qui était quand même singulier, c'est que, alors contrairement peut-être à tout ce qui a été dit avant, nous on était plutôt là pour fabriquer du liant, plutôt dans la continuité du travail des espaces publics. Donc l'idée de la maîtrise d'œuvre urbaine et de la Samoa, c'était de sélectionner un seul paysagiste pour assurer la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des espaces publics et publics, voilà, c'est parti, privés et privés avec servitude de passage public, qui viennent en complément finalement du maillage qu'a décrit Jacqueline tout à l'heure. Donc ces espaces privés, c'est des venelles, des passages, des patios, des cours, des toitures. Enfin voilà, il y a une assez grande richesse des typologies d'espaces qui sont concernés. Mais pour autant, l'idée, c'était effectivement de travailler en transversalité entre l'ensemble des opérateurs et des architectes. Donc vous n'avez pas un seul client, vous en avez plein. On en a plein. Et on travaille avec plein d'équipes, à géométrie assez variable. Mais on ne travaille pas avec Martel parce que c'était un autre mode de sélection, juste sur le lot Andy, sur le bloc A. Et donc nous, on a été invités par la Samoa à répondre effectivement à une consultation restreinte, donc sur invitation avec 2 autres agences. On a été sélectionnés en octobre 2019 et depuis, donc, on travaille sur ce quartier. Et peut-être pour donner un peu un élément de contexte et puis réfléchir à cette question de la méthode, dire que ce qui nous a intéressés, nous, dans ce projet, alors c'est à la fois l'île de Nantes, pour des raisons assez similaires à mon voisin, et puis parce qu'on y a livré notre premier espace public, enfin le premier espace public de l'agence en 2018, la place des Érables. Aussi parce qu'on était intéressé par la démarche qui était proposée par l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, et puis cette réflexion autour du tissu faubourien.
mais aussi parce que ça venait croiser, en tout cas cette question de la mutualisation de la conception à cette échelle venait croiser des préoccupations qu'on avait à l'agence et qui nous amenait progressivement quasiment à nous désintéresser de la question du paysage résidentiel, tant il est difficile de mettre en corrélation les attentes qu'on a vis-à-vis de la question du paysage et les moyens qui sont engagés. Vos ambitions, plutôt vos attentes. C'est le rapport entre ambition et moyens affectés et aussi conditions de travail à ces échelles-là, à ces petites échelles, celles de l'îlot, du cœur d'îlot, Jusqu'à même ne plus répondre à ce type de consultation. Là. On en était un peu là. C'était aussi un choix de façon d'exercer votre métier. Et du coup, c'est vrai que là, il y avait cette proposition de réfléchir à une autre échelle qui nous semble être, et qui nous semble toujours être finalement la bonne réponse pour avoir les moyens de s'investir dans ces échelles du quotidien finalement qui nous intéressent fondamentalement, mais qui étaient difficiles à mettre en œuvre. J'ai une question, c'est plus compliqué d'avoir 6 clients, et après il y a Claire qui veut dire quelque chose, c'est plus compliqué d'avoir 6 clients que d'avoir un client, et comment ça se passe après, parce qu'après il faut quand même avoir une petite vision d'ensemble, là, tout ça là. Alors c'est plus compliqué d'avoir 6 clients, ouais, il n'y a pas trop de doute sur la question. C'est aussi plus compliqué, mais aussi plus intéressant de travailler avec 8 architectes, avec des méthodes de travail et des façons de faire qui sont toutes différentes. Après, vous avez fait des ateliers de bloc paysage ? On a fait des ateliers de bloc, on a fait des réunions dédiées à la question du paysage, mais après on a participé aux ateliers de bloc avec les architectes, à chaque fois d'ailleurs, les deux effectivement qui ont eu lieu. Et on avait des réunions qui étaient dédiées plutôt aux questions d'articulation avec le projet d'espace public, parce qu'on s'est inscrit très en continuité de l'écriture des espaces publics du quartier. Donc, Claire ? Non, je voulais juste ajouter, Léa, tu parles de cœur d'îlot, mais il y a aussi tout le travail sur les seuils qui, dans les parcours, dans le rapport, puisqu'en fait, au cœur de ces blocs, on habite au rez-de-chaussée. On peut habiter au rez-de-chaussée, en duplex la plupart du temps. Et donc, toute cette notion de seuil, d'épaisseur végétale et aussi d'appropriation est quelque chose de très prégnante en fait, dans le travail de Léa. Qui faisait partie en fait de nos prescriptions fiches de l'eau. Je pense que l'intérêt c'était d'avoir aussi vraiment une cohérence, une descente dans toutes ces échelles, des espaces publics aux espaces privés, en jouant justement sur des articulations dont on vient de parler de manière assez fine. Mais il y a aussi une question, là on approche aussi d'un des sujets de la difficulté de cette méthode, c'est que l'espace public, qu'il soit public ou résidentiel, c'est souvent un sujet de nivellement. Le nivellement est absolument primordial, et c'est vrai que là encore, je reprends la comparaison avec le macrolot, c'est sûr qu'une des tâches un peu ingrates de Léa et son équipe, c'est d'assurer la coordination de ces nivellements, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue d'usage et de conception. Et donc ça, c'est un niveau de complexité qu'il y a à traiter en plus quand on morcelle l'aménagement comme on l'a proposé de le faire. Je rajouterais en fait sur la question du paysage global, et là, pour répondre aux questions d'environnement, c'est aussi traiter un socle vivant à l'échelle de tout l'ensemble et de redescendre encore avec toute cette précision et cette qualité juste à toutes les échelles. Donc, jusqu'au pot de fleurs. Jusqu'au pot de fleurs. Jusqu'au pot de fleurs. Grégoire Verne, Léa, vous avez, on a fait. Je veux bien rajouter une petite chose sur la question de la méthode, peut-être pour aller un peu plus loin aussi et ouvrir des pistes de réflexion pour la suite. C'est vrai que je suis très convaincue que cette échelle de réflexion est la bonne et qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. Après, en réfléchissant du coup à ce forum et à cette discussion, ce qu'on se disait à l'agence, c'est qu'il y avait quand même quelques éléments qu'il fallait pouvoir garantir pour que ça soit effectif, notamment sur des questions de budget, tout simplement, de savoir évaluer finalement ce que coûtent ces aménagements et de pouvoir l'anticiper. Ça s'est plutôt bien passé là-dessus. On a réussi j'ai relu le RC à l'époque et le budget global qui était identifié pour les aménagements extérieurs, c'était 430 000 euros. Et on est aujourd'hui à 670, je crois. Et ça a été validé à l'époque, en remettant à jour des ratios. Mais je le dis parce que c'est quand même un sujet. Après, c'est aussi un petit peu compliqué le paysage, le vivant, ça a un coût.
La question aussi du contrat, qui nous a quand même occupé quasiment 1 an avec les opérateurs. Alors j'ai à ma gauche Bâti Nantes avec qui on a plutôt bien travaillé sur cette question, mais ça n'a pas été simple avec tout le monde. Et on n'a pas été au bout de ce qui aurait été un peu l'idée de départ, d'avoir un contrat commun qui nous permette vraiment d'assurer ce travail conjoint. Next step, la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois. Et puis enfin la question des compétences, où je pense qu'à le refaire, il faudrait intégrer d'emblée un bureau d'études VRD pour que finalement toutes ces questions soient bien articulées les unes aux autres. Ces questions de sol soient articulées ensemble. Non, vous l'avez. Mais nous, on l'a à l'échelle du travail global. Et même à l'échelle des lots privés, ça aurait du sens. Allez, on va écouter Grégoire Bernard. Grégoire Bernard, alors c'est bien pour un opérateur d'arriver sur une opération comme ça, c'est rentable, c'est... Tout de suite la question de la rentabilité. On peut parler de qualité, je sais que c'est aussi quelque chose. Hein, non, mais ce qui est intéressant façon de vous donner la parole. Dans cette approche collective, déjà, c'est de pouvoir regrouper dans une même pièce 5 opérateurs, 5 architectes. Et je crois que j'ai jamais connu de méthode semblable, puisque en fait notre concepteur et nos équipes connaissaient aussi bien le projet du voisin que le nôtre. Donc c'est, je pense, dans le montage et dans la conception d'un projet pour le faire avancer, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Moi, ce que je note aussi, c'est, si je veux passer à l'étape d'après, c'est que à travers ce projet-là, on a une vision vraiment global bloc. Il y a des associations qui sont mises en place afin de gérer les espaces communs à l'échelle bloc. Donc il y a une réflexion globale. On a parlé du parking mutualisé. Bon, je veux dire, c'est quand même une innovation, ne serait-ce que commercial, de faire entendre à un moment donné à un client que son parking va être déporté, il va être à 50 mètres, à 100 mètres, voilà. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on a portées et c'est des réflexions qui ont construit aussi un certain raisonnement. Sur le côté très positif, et je pense que s'il y a des opérateurs dans la salle, ils le connaissent bien, quand on travaille en zone d'aménagement concerté, souvent dans les premières étapes, on peut faire l'écueil d'un quartier non constitué. Moi, ce que je retiens, c'est que demain, nous allons livrer une opération dans un quartier, alors peut-être à quelques mois de décalage, mais après, en tout cas qui sera réalisé. Donc nos clients, les futurs habitants des bâtiments, habiteront. Le bloc A sera quasiment... Pas dans un chantier, mais voilà. Après, sur le plan plutôt technique, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais ce que je voudrais souligner, on vit tous une période assez compliquée, notamment avec les entreprises de bâtiments. On a connu cette période de suractivité, on a une période aussi qui est liée à la hausse des matières premières. Là, à travers cette méthode de bloc, on a écouté les entreprises. On a fait des réunions avec, par exemple, notre gros œuvre, ainsi que les grosses œuvres de nos voisins. Je pense écouter les entreprises, pouvoir leur permettre d'avoir un cadre de travail facilitant déjà leur venue sur le chantier. Ça, c'est un point extrêmement positif. On va peut-être passer la parole à la salle si on a fait le tour. Est-ce qu'on a des questions, des remarques? On a 5 minutes. Allez, un monsieur lève la main. C'est le premier. Il se présente. Il peut même enlever son masque quand on voit son visage rayonnant. David Rothman de l'agence Urbanova. Je me pose la question sur les opérations singulières. Comment est-ce que vous identifiez les prôneurs de cette ville de la demande, comme vous l'exprimez, et comment est-ce que vous organisez le dialogue avec eux? Alors la particularité des opérations singulières, c'est qu'on ne les lance pas tout de suite. C'est-à-dire que le bloc va se constituer. Donc par rapport à ce que disait Grégoire Bernard, c'est vrai qu'un bloc quasiment se construit en même temps. Donc il y a des sujets de chantier, de grue, etc. Et donc, comme le disait aussi Grégoire, une fois que les logements sont livrés, l'intériorité du bloc fait urbanité, en quelque sorte. Même si les autres blocs ne sont pas construits, on a quand même une notion d'intériorité finie, de voisinage fini à l'échelle du bloc. Sauf les opérations singulières qui seront donc laissées en dents creuses. Ça a été aussi notre choix de décaler la temporalité de ces dents creuses.
pour des questions, justement, on avait quand même pas mal de chats à fouetter, d'une part. D'autre part, c'est la ville qui va se faire à un autre rythme aussi, donc autrement et à un autre rythme. On veut vraiment que ça soit une logique d'opportunité pour des opérateurs, des petits preneurs, des personnes, en fait, des habitants, des gens qui ont envie de faire monter leur entreprise, et pas une logique d'offre. Et donc, cette logique d'opportunité, c'est aussi la bonne opportunité. Donc, on va prendre le temps en fonction des demandes qu'on aura. On en a déjà, hein, mais on les refuse. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est tout près du quartier de la création. La Samoa est structurée en deux métiers. Il y a un métier classique d'aménageur, mais il y a aussi un métier qui tourne autour des industries culturelles et créatives. Et donc, de cette double approche, ça fait qu'on a une très bonne connaissance, effectivement, et de tous les porteurs de projets. Et on a la chance, dans la métropole nantaise, de ne pas en manquer, et surtout sur l'île de Nantes. Donc, c'est là où on revient à cette notion de sur-mesure. C'est-à-dire que c'est l'idée de faire des petits projets qui ne sont pas forcément que de l'autopromotion, de la participation, mais c'est aussi des entrepreneurs qui portent un projet particulier. Une question ici pour monsieur. Oui, il y a une dimension que vous n'avez pas beaucoup abordée. Vous avez dit, je vais me balader, je croise des habitants, je vais garer ma voiture, etc. Le matin, quand je me réveille et que j'ai envie d'acheter du pain, un croissant, et ensuite, si j'ai envie d'inviter pour prendre un café, où je vais? Alors, tu veux je réponds? Oui, ça c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup puisqu'on a parlé de la ville intense. La ville intense, ça passe par le rez-de-chaussée de la ville et ça passe par les commerces. Et donc là, on a réitéré une expérience qu'on avait déjà conduite sur un autre quartier de Prairie-au-Duc, qui est de prendre très, très à la racine cette question de l'activité et du commerce en rez-de-chaussée. Et on a sélectionné un opérateur qui se trouve être le même, le groupe Chessé, et on travaille à l'horizontale. C'est-à-dire qu'effectivement, le groupe Chessé récupère en quelque sorte à des conditions qui sont fixées d'avance et selon un plan de marchandisage qui est calé avec eux. Et du fait de travailler à l'horizontale et qu'ils ont, je dirais, la possibilité de travailler sur un nombre conséquent de coques commerciales, ça leur permet à l'intérieur de ça de faire des prix de location qui permettent d'accueillir les commerces dont on a besoin. Et donc là encore, c'est ce que tu disais, on est dans une logique d'usage et de la demande. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, si on prend le quartier de Prairie-au-Duc, on est assez fiers puisque le quartier de Prairie-au-Duc est à peu près à sa mi-temps, la moitié de ses habitants, et on a plus de 85% des commerces grâce à cette méthode. Et vous avez tout à fait raison de souligner, la vie urbaine, elle commence par les rez-de-chaussée et les commerces. Pas le petit café du matin, Claire. Et alors le petit café du matin, donc c'est pas à l'intérieur des blocs puisque les placettes de blocs elles sont vraiment domestiques. Il peut y avoir, domestiques ou en tout cas à l'échelle du voisinage, il peut y avoir des petites activités sur ces placettes. On a des espaces pour ça, mais par contre on a une placette de quartier. Alors c'est des espaces très mesurés, des rez-de-chaussée de rue le long de la rue principale, la rue Gisèle Halimi du quartier, et autour d'une petite polarité qu'on aura, les principes commerciaux. Alors, on a fait attention aussi à ne pas offrir de trop grandes emprises, de trop grandes cellules commerciales, puisque ce que je constate, c'est que des trop grandes cellules, c'est là aussi un peu toujours les mêmes commerces et opérateurs et chaînes qui viennent. Donc là, on est plutôt sur des échelles travaillées finement avec Chessé que l'on retrouve en fait dans la ville constituée. Il nous reste 2 minutes. Il y a une question encore. Sinon, oui. Et préparez votre dernière phrase. Oui, bonjour, Xavier Bren, architecte urbaniste. J'ai une question un peu bête sur le statut des venelles. En Est-Ouest, je crois que vous voyez qu'elles étaient rétrocédées à l'espace public, mais en Nord-Sud, comment vous gérez le statut? Pas de question bête, cher monsieur. Ça fait partie de la structure de la figure paysagère où on a le système des grands parcs, on a des systèmes ce qu'on appelle des fils verts qui vont de rive à rive, qui traversent tous les quartiers. Donc là, par exemple, sur cette image-là, on a le... La question, c'est la gestion, c'est ça? La gestion, il y a une gestion publique
Et puis après, sur la gestion des espaces... C'est les Nord-Sud, en fait, c'est ça la question des Nord-Sud. Les Nord-Sud, ça c'est, excuse-moi, effectivement, sont réalisés par les opérateurs. Et ça procédait aussi d'une réflexion que tous les aménageurs ont un peu sur le dos en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de ville nature, etc., mais que les services qui gèrent ces espaces verts ont de moins en moins de moyens, et on a de moins en moins de moyens publics pour les non pas les réaliser, mais les entretenir. Donc il y a eu cette réflexion, comment faire participer, je dirais, les promoteurs, hein, le privé, à la constitution d'un paysage urbain. Et donc les venelles nord-sud sont réalisées dans la plupart des cas par les opérateurs, et il y a toute une mécanique qui intègre un certain nombre de services, dont le stationnement, mais aussi le microgrid photovoltaïque, où on a un emboîtement. Alors ça a été une ingénierie, les notaires nous ont beaucoup aidés, et puis ça a même été presque un problème, parce qu'il y a eu un peu un embouteillage pour sortir tous ces actes quand même assez compliqués, il faut l'avouer. Et justement, il y a un emboîtement d'ASL, il y a une ASL de l'eau, une ASL de bloc et une ASL de quartier qui est, elle, complètement dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque. Donc c'est par ce biais-là s'encadrera la gestion de ces espaces. Allez, en une minute, Grégoire Bernard, travailler sur l'île de Nantes avec cette méthode de conception et de travail, c'est comment? Enfin, pas en une minute, c'est une minute pour tout le monde, donc ça va être très vite. Non, mais c'est très intéressant. Peut-être que si on doit conclure sur la partie opérationnelle, sur des potentiels axes d'amélioration, Alain vient d'en parler, c'est effectivement toutes les personnalités associées à ce type de projet-là. À partir du moment où on développe en même temps plusieurs projets, les services d'urbanisme de la collectivité, les notaires, toutes ces parties prenantes, il faut qu'elles soient en mesure aussi de pouvoir accepter ce volume d'opération. Et puis peut-être une réflexion aussi, parce qu'avec tout ce qu'on vient d'évoquer, j'ai pas parlé au niveau des chantiers, notamment de la mise en place d'un homme trafic qui va gérer le trafic à l'échelle du bloc. Bon, tout ça, c'est des coûts forcément induits dans les opérations. Donc peut-être qu'entre un macro-lot à 30 000 m², un micro-lot à 5 000 m², il y a peut-être un juste milieu qui permettrait de... Voilà. Mais c'est pour répondre à la question de la rentabilité posée tout à l'heure. Merci. Allez, très rapidement, c'est pareil. Léa Hommage, Stéphane Cachat, c'est bon? Non, mais cette question de la liberté, en fait, qui est effectivement ce qu'on retient de l'expérience. Et puis, effectivement, là, on arrive au chantier et on a quand même quelques problèmes de grue qui... La liberté du chantier. Vous allez voir ça tout de suite. Claire? Non, c'est vrai qu'il y a un feuilleté de complexité à gérer dans un espace court, petit, ouais. Et donc et sur le temps long, cette finesse de suivi, bon là, moi je rends hommage à la Samoa qui nous donne les moyens quand même d'assurer cette finesse et qui nous a suivis dans ses propositions. Et je retiens le plus beau compliment c'était Virginie Vial, d'ailleurs, dans la salle, qui a fait ce compliment quand on a présenté le projet la première fois. Elle a dit « Ah, c'est super, on a envie d'y habiter ». Donc voilà, pour moi, c'est pour l'urbanisme le plus beau compliment. Après, on verra à l'avenir ce que ça donne. On descend dans les échelles, mais il y a aussi cette grande échelle du territoire et de tout cet ensemble qui structure l'ensemble du projet urbain. Donc c'est aussi ce croisement des différentes temporalités, phasages de réalisation des opérations qui apporte une réelle complexité, puisqu'il faut vraiment anticiper pour créer un socle, accueillir la nature en ville, c'est aussi créer un socle vivant, c'est-à-dire d'une gestion, c'est un sol technique et productif, et donc ça se met en place très très en amont, mais ça doit se croiser avec les différentes opérations qui se font au bloc au fur et à mesure d'un aménagement, l'élaboration du projet. En tout cas, on sent du plaisir, de l'intention, de l'intérêt, de la complicité, de l'envie. Vous n'avez pas l'air si traumatisé que ça, même si c'est un petit peu compliqué. Donc, vous avez plutôt envie de vous frotter à ce qui arrive. Merci beaucoup pour vos présentations, merci pour votre attention et pour vos questions.